Bonjour, Étienne Bonjour. et Morgane. Étienne, tu es auteur de 2 essais, Steampunk et Tout le Steampunk. Peux-tu nous en dire plus sur le contenu respectif de ces 2 livres? Ont-ils été écrits dans une continuité de l'un par rapport à l'autre? Steampunk, c'était en 2010, le premier essai à paraître, à raconter l'histoire du mouvement rétrofuturiste steampunk. Depuis 2010, le livre a vécu sa vie, a vécu sa vie éditoriale jusqu'à sa mort, quand tout a été vendu. Et s'est posé la question, est-ce qu'on le réédite ou est-ce qu'on fait un nouveau livre qui permettrait de partir de ces bases-là et d'incorporer tout ce qui a pu se passer depuis. Et on a fait le choix de partir sur tout le steampunk et d'étendre le propos sur une histoire du rétrofuturisme, dont le steampunk est actuellement la forme la plus connue et certainement la plus populaire. Donc la continuité est là. Avec une volonté de raconter une histoire dans son mouvement et essayer de la fixer parce que les choses vont très vite et il est bon peut-être parfois de s'arrêter et de réfléchir un peu sur d'où viennent les choses et quelles sont leurs sources. Vous avez travaillé le guide Steampunk à 4 mains. Comment vous est venue l'idée de publier ce petit livre récapitulatif sur le mouvement steampunk? Comment vous êtes-vous réparti les tâches? L'idée était que j'avais fait le petit guide à trimballer sur Philippe Cadic, qui avait rencontré vraiment son public. Et l'éditeur s'est dit que peut-être qu'il y avait là quelque chose qui intéresserait les gens, d'avoir des guides pratiques, précis, fonctionnels, qui ne soient pas une simple page Wikipédia, et qui donnent à manger aussi bien pour le lecteur averti que pour la personne simplement curieuse et qui veut découvrir. À l'époque, ça faisait 2 ans que ton livre était sorti déjà, le Steampunk, l'esthétique rétro-future. Il y avait de la place sur le terrain éditorial pour un petit guide comme ça, hyper pratique à mettre dans la poche, à trimballer un peu partout. À l'époque, on avait déjà collaboré ensemble sur le site de French Steampunk et rapidement on a bien vu qu'à nous deux, comme on avait tout lu et un peu vu tout ce qui était sorti à l'époque et on avait chacun plus jeux vidéo ou jeux de rôle, on avait vraiment un panel de connaissances globales sur le steampunk. Et on s'est dit, ça s'est passé de façon assez impromptue, proposons cet ouvrage pour le steampunk. Bien heureusement, ActuSF a accepté et ça a trouvé son public, donc ça c'est vraiment génial, quoi. Comment a-t-on travaillé? On a listé un peu tout ce qui était sorti dans tous les domaines sur le steampunk. On s'est réparti les articles. Ensuite, on a coécrit cette introduction avec expliquer le steampunk à ma grand-mère et un essai un peu succinct parce que Étienne avait déjà écrit un ouvrage beaucoup plus conséquent sur la question. Ensuite, on s'est réparti ce qui restait à lire et ce qui venait de sortir. On a contacté les personnes qui nous semblaient les plus intéressantes à l'époque pour répondre à nos questions et insérer ensuite des petites interviews qui rapporteraient quand même un petit plus. Et voilà, après un petit coup de Google Drive et c'est réglé. L'idée là aussi c'était de donner la parole par exemple à KW Jeter, Blaylock ou Powers, dont tout le monde parle, mais est-ce qu'on leur parle, est-ce qu'on leur pose les questions que nous avions à leur poser? Et on a été surpris d'une part de leur réponse pour certains, mais aussi de leur disponibilité et de leur intérêt de voir des Français qui sortaient un livre sur le steampunk. C'est pas des choses innocentes pour eux. Et donc de faire le petit guide que l'on peut donner à tout le monde et de ne pas parler qu'à la communauté steampunk, mais de s'ouvrir vraiment au maximum, tout en apportant à la communauté des choses qui pourraient l'intéresser.
Donc ça a été un travail d'écriture assez compliqué, de doser les informations et de savoir jusqu'où on pouvait aller dans l'explication avant de perdre le lecteur débutant ou avant de commencer à intéresser le lecteur confirmé. Donc là c'était un numéro de danseuse, mais c'est toujours plus agréable de danser à deux. Donc. Mais c'est moi qui conduis. Hein. Forcément. Vous avez travaillé sur un nouveau projet qui implique une grande partie de la communauté steampunk. Pouvez-vous nous en dévoiler une partie? L'ouvrage sera disponible en septembre 2015 aux éditions Mnemos dans la collection Ouroboros. Le titre de cet ouvrage, tu peux le divulguer, Étienne. Donc Mémoire de la France steampunk. 1871, la grande machine. Effectivement. On a fait un titre court, c'est plus simple pour ranger dans les bibliothèques. Et ce qu'on a fait n'a jamais été fait nulle part ailleurs dans le monde. C'est un roman illustré de photos originales de Nicolas Meunier. Qui ont été prises spécifiquement pour ce livre, sur les lieux même de l'action, avec des membres de la communauté vaporiste qui vont incarner les personnages du livre. Donc là, on a un projet d'une folie absolument délirante. On a déjà cramé 2 ordinateurs rien que pour faire la maquette. Ma connexion internet flambe en permanence, mais nous n'avons pour l'instant aucune limite. No limite. C'est beau quand tu parles. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? On a hésité longtemps sur le titre. On voulait faire les extraordinaires aventures d'Étienne et Arthur. Et son fidèle compagnon Arthur. Mais on nous a dit que Batman et Robin, c'était déjà pris. C'est déjà fait. Et son costume de Robin, il rentre plus parce qu'il a forci un petit peu. Un peu, non? Un peu maigri. Toi, par contre. Mais le projet en lui-même est un projet qui rend hommage à la communauté. Un projet qui se veut à la fois artistique, littéraire, qui s'appuie énormément sur le talent de Nicolas Meunier. Et je pense que nous tous, nous savons ce qu'il est capable de faire. Donc c'est un livre à 3. Nous, on se lance dans l'écriture et Nicolas nous fait un cadeau exceptionnel. Et ce qui est intéressant, comme le dit Étienne dans ce projet, c'est qu'on travaille vraiment à 3. C'est-à-dire que autant on indique à Nicolas quel type d'image on désire, autant lui nous abreuve des photos une fois qu'il a fait le shooting, et donc on retouche le texte pour que ça corresponde vraiment que ça fasse vraiment un tout cohérent. Et pour ça c'est hyper intéressant. Donc nous sommes allés à Rennes, Paris, Lille, Toulouse, Lyon, Marseille et la Lune. Non, pas la Lune. Et on en est revenu. Mais ça sera pour le volume 2 peut-être. Ou alors Mars, on ne sait pas. Ouais, non. Ou Jupiter. Jupiter. Mais donc on est vraiment sur l'idée de quelque chose qui a une ampleur totalement... ce qui fait un peu peur maintenant. Maintenant on se dit mince. Mais l'idée est comme on a pu déjà te le dire, c'est que dans 10 ans on soit fier de ce livre encore et qu'on n'ait aucun regret. Il y a déjà une page Facebook, vous pouvez aller dessus, Mémoire de la France steampunk, pour avoir plein de photos. Bon, on va commencer à diffuser quelques informations, sinon c'est septembre 2015. Bonjour Nicolas, et merci de me recevoir au Salon du Livre pour cette interview. Plaisir pour moi. Merci. Alors donc, on va parler de ton premier roman. Tu es écrivain, tu as écrit Les âmes envolées. Hein. Il est sorti au mois de décembre, je crois. Voilà, c'est ça, novembre-décembre, voilà, donc pour de l'an dernier. Donc, alors je te corrige juste simplement, effectivement j'ai fait d'autres romans mais qui n'étaient pas dans les littératures de l'imaginaire. Mais c'est effectivement mon premier roman dans les littératures de l'imaginaire, Je reviens au bercail, voilà. D'accord. L'histoire raconte les aventures d'un préfet hein,
à qui lui arrive plein de choses assez étranges. Est-ce que tu peux nous en dévoiler un peu l'intrigue, s'il te plaît, hein? Oui, tout à fait. Alors, je cherchais un héros français qui me semble emblématique et Louis Lépine s'est rapidement imposé, donc le fameux Lépine du concours Lépine. Et il se retrouve embarqué, ce personnage très conservateur, qui a un côté voilà assez vieille France pour le coup, et bien il se retrouve embarqué dans des tas d'aventures pour les beaux yeux d'une belle, bien évidemment. Et donc il va en voir des vertes et des pas mûres. Il va aller être embarqué dans des aventures jusqu'en Inde, dans l'Himalaya, et puis de retour en Europe pour voir les dégâts de la guerre. Voilà, donc toute une grande épopée qui se déroule au moment de la Première Guerre mondiale. D'accord, alors l'histoire se situe dans un monde uchronique, bien entendu, hein. Tu pensais dès le départ au steampunk? Oui, en fait, l'idée a été simplement, par rapport à mon éditeur, il m'a simplement suggéré le steampunk. J'avais des envies de steampunk que je n'osais pas, quelque part, je n'osais pas vraiment me lancer dedans. Et puis simplement, effectivement, à partir du moment où il m'a dit steampunk, voilà, les idées sont imposées très naturellement. Voilà, ça a été un tel plaisir que je me suis vite aperçu que j'étais un peu fait pour ça, que j'avais vraiment, il y avait vraiment beaucoup de choses de ma culture personnelle, que ce soit Jules Verne, que ce soit Tardy, bien entendu, etc., qui faisaient partie des autres, des gènes, quoi. Donc c'était, voilà, ça a été juste un pur bonheur, quoi. C'était juste un pur bonheur. Les âmes envolées ont d'ores et déjà une future suite, il me semble. Envisageais-tu cela comme une série? Alors oui, mais une série relativement courte, c'est-à-dire qu'en fait là il s'avère qu'on va faire un diptyque, donc c'est pour ça que c'est sous-titré Pax Germanica, hein. Donc ce sous-titre va... c'est simplement, en fait, effectivement, il va y avoir une suite directe aux âmes envolées qui, si tout se passe bien, devrait sortir au courant 2016, hein, enfin au début de l'année 2016, et qui va conclure donc cette affaire que j'ai ouverte en fait avec les âmes envolées. D'accord. En dehors de ton travail d'artiste, qu'est-ce qui influence ton imagination, hein? Il y a beaucoup on cherche beaucoup à mettre du vécu en fait, hein. C'est des choses dont on n'a pas toujours conscience d'ailleurs, hein. En plus on écrit, on jette des choses sur les personnages et les personnages ils se mettent à exprimer des choses parfois personnelles ou voilà, donc on se surprend des fois à se lancer là-dedans. C'est la vie quoi, et on essaye de capter, je pense que tous mes collègues écrivains quand ils ont un minimum de sincérité, c'est ça, c'est d'essayer de capter la vie, de retracer certaines choses, d'expliquer pour soi-même, pour les autres, ou voilà. Tout à l'heure, tu dédicaçais ton livre en mettant des tampons assez particuliers. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, en particulier, donc il y a un tampon que j'ai fait faire parce que comme je suis un fondu de Zeppelin et d'aérostat, mais de Zeppelin en particulier, eh bien, je me suis rappelé de ces tampons de poste qu'ils avaient, donc qui étaient des tampons particuliers. Donc j'ai fait faire ce tampon à l'effigie du Finamore, hein, donc le tampon de poste du Finamore, qui est un des Zeppelins qui sont utilisés, qui apparaissent dans le roman. Voilà. Et qui va avoir le Finamore va avoir un rôle central dans le deuxième tome, alors qu'il est juste voilà, c'est une guest star, on va dire, parmi d'autres navires des airs dans le premier. Voilà. Tu avais aussi un tampon chinois, je crois. Enfin oui, même sûr. Voilà, oui, donc c'est le fameux tampon chinois qui est, parce que je suis quelqu'un de fondamentalement cruel et parfaitement vicieux, je suis un auteur, donc c'est normal, ça va avec. Non, en fait c'est un tampon dont on aura l'explication que dans le deuxième tome. Voilà, donc il faudra, voilà, hein. Mais c'est le petit teasing, voilà, pour ceci. Alors c'est un tampon dont je suis très content parce qu'il a été fait dans la pierre, gravé sur place en Chine. Donc c'est vraiment, voilà, avec des vrais caractères et une signification. Voilà. Et puis le dernier, c'est ma petite signature personnelle. Voilà donc. Hein. Et puis on rajoute la carte toujours. Hop. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi.